Salut tout le monde devant ce bel objectif. Merci de nous retrouver comme chaque semaine. Tous les 15 jours, avec David, on se retrouve pour le débrief de l'interview précédente. Nous avons reçu la semaine dernière Émilie Demolly, nutritionniste, diététicienne, spécialiste de micronutrition et de santé fonctionnelle. Et nous avons parlé des compléments alimentaires. Avant de démarrer cette discussion, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en streaming. Ça nous aide à être plus écoutés et du coup à diffuser plus largement ces messages tellement importants de santé par le corps, holistique, pour être bien au quotidien sans prise de tête. Salut David! Hello! Comment tu vas? Ça va hyper bien. Bon. Ça va hyper bien depuis que je prends des compléments dont je plaisante. Ah non, je me mais suis attends, pas encore... est-ce que ça t'a donné envie? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires, David? Alors pas du tout. Pas du tout. Et on y reviendra parce que c'est ce que raconte votre épisode et c'est ce sur quoi il met le doigt de manière assez efficace, je trouve. Pourquoi tu n'en prends pas? Eh bien pour une raison simple, et vous allez en parler tout au long de l'épisode, on va y revenir dans le débrief, c'est que pour moi, en fait c'est un monde où il y a 1000 choses et je ne comprends que dalle. Et surtout, j'ai l'impression, et vous avez mis le doigt dessus, et on va revenir parce que c'était hyper pointu sur certaines choses, et du coup, on peut s'en servir au quotidien. En fait, moi, il y a plein de fois où je me dis, ok, on se fout de moi. On sait l'arnaque. Ouais, t'as peur de l'arnaque. Métécide, oméga machin, truc bidule, et après, j'apprends qu'en fait, il faut des oméga, et on va le redire, mais vous avez pointé justement ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Oméga machin, ça marche pas, mais il faut des trucs comme ça. Le zinc, oui, mais tel zinc. Voilà, et en fait, ça te demande un savoir, et moi, je vois dès le début que c'est bullshit. Et en plus, j'ai un père médecin et j'ai été élevé à j'ai 40 ans. La donc, médecine traditionnelle. Ouais. Et donc, en fait, ça, c'était de la flûte. Aujourd'hui, c'est heureusement mieux considéré et la science a évolué et a fait une part justement aux compléments, à la micronutrition et ça, et c'est très bien. Mais il y a quand même un truc qui, où je me dis, moi, bon, c'est bien gentil, mais on n'en a pas besoin. Or, et vous l'indiquez dès le début, c'est un besoin fondamental qui peut accompagner des déséquilibres et les gens tout au long de l'année en fait. Tout au long de l'année, tout au long de la vie, finalement pour se sentir mieux, plus optimisé dans certains symptômes qui ne sont pas des maladies, qui ne sont pas considérés comme graves ou même du domaine de la médecine, mais juste des petits inconforts, des petits curseurs vers le bas, des troubles des du petits quotidien. troubles, mais qui, comme le disait très bien Émilie, et je pense qu'elle a raison de le souligner, qui peuvent, sur 20, 30 ans, provoquer là, à 60 ans, des vraies maladies graves. Et typiquement, moi, vraiment, je me mets dedans. Mon dos, la spondylarthrite que j'ai, clairement, ça vient de plusieurs petits soucis, de problèmes intestinaux jamais vraiment pris en considération pendant plus d'une vingtaine d'années. C'est ce manque de sommeil, pareil, jamais vraiment pris au sérieux sur une dizaine d'années et qui, cumuler ces petits désordres font qu'à 45 ans, 43 ans, tu te retrouves avec une vraie maladie. Mais alors, tu sais quoi ? Super handicapante. Encore une fois, et c'est pour ça que j'aime Long Live, c'est que les choses résonnent les unes entre elles. Ça m'a rappelé l'épisode que tu as fait sur les douleurs chroniques avec le docteur Aissou. En fait, ça dit un truc, et vous l'avez dit en introduction de cet épisode-là sur les compléments, c'est qu'on s'habitue à vivre avec des symptômes. Complètement. On trouve ça normal, on se dit, ah oui, c'est comme elle le disait, elle voit des gens qui disent, moi je digère mal depuis machin truc, ou j'ai une baisse de libido, mais bon, c'est normal, ou en fait, il y a un c'est normal d'un dysfonctionnement, et vous avez remis le doigt sur quelque chose qui peut pas être évident et simple, mais c'est qu'en fait, c'est pas normal s'il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est pas normal. Donc il faut repérer. On l'avait aussi tout à fait dit avec le docteur Boujaoudé sur la sexualité, puisque c'est aussi finalement un révélateur de santé. Et par exemple, c'est une forme de baromètre. C'est pas normal d'avoir moins envie ou de moins bonne direction ou voilà. Et en fait, il faut pas se contenter de cette normalité déclinante. Il faut s'obliger à rester au top. Et puis à se dire intéressant. où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce que ça dysfonctionne, et donc interroger la cause et aller vraiment la chercher. En tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper chouette parce que ça rappelle des basiques en fait d'appréhension de notre quotidien et de notre santé. C'est qu'en fait, si ça va pas, si ça va moins bien, si on a mal, c'est qu'il y a un souci. Il faut pas psychoter, il faut pas se jeter sur des trucs. Il faut pas l'accepter. Mais il faut se dire, ok, comment je prends ça en charge en fait. Et là, vous êtes rentré justement dans l'intérêt de la médecine fonctionnelle. Moi, je découvre aussi
grâce à toi, c'est plein de termes et plein d'approches, médecine fonctionnelle et donc de la micronutrition. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser des vitamines, et tu vas me le dire plus précisément, je pense, les minéraux, des acides gras, des antioxydants. J'imagine que les gens qui nous regardent sont comme moi. Moi, c'est des trucs, si tu veux, à part une pub pour de l'huile, je sais pas quoi, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Pour optimiser le fonctionnement de nos cellules, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des apports pour que tout s'équilibre, en fait. C'est ça l'idée, quoi. C'est ça, finalement. C'est vrai que... C'est une approche globale, c'est ça que je veux dire. C'est une approche globale au fil des années. On a compris le fonctionnement, en fait, du corps humain. Alors, on n'est pas du tout encore au top du compréhensible, de tout comprendre, mais il y a un peu des fondamentaux. Et par exemple, pour que les cellules fonctionnent bien, elles ont besoin de calcium, de phosphore, de zinc. Enfin, voilà, il y a des éléments comme ça qui sont vraiment primordiaux. Et on peut facilement doser dans le sang ou dans les selles ou dans les urines ou dans la salive. Donc, il faut analyser. Voilà. Plus ou moins la carence dans certains vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, certaines graisses. Mais ça, c'est pas remboursé, c'est un truc que tu fais... Alors, c'est un peu remboursé, certains dosages sont remboursés, D'accord, comme par exemple le fer, voilà, enfin, il y a plein de trucs qui sont remboursés et d'autres beaucoup moins bien remboursés, comme par exemple l'analyse du microbiote intestinal ou l'analyse plus en profondeur de certains acides gras ou si tu as des molécules qui indiquent que tu digères pas le blé, par exemple, enfin, voilà, des allergènes. Ça, c'est un petit peu moins bien remboursé, donc ça dépend. Et en fait, on peut du coup avoir un peu une vision du fonctionnement de tes cellules. Et du coup, c'est vrai que si tu es en manque, par exemple, de sélénium, de fer, de zinc, de magnésium, eh bien, en effet, tu n'es pas en fonctionnement optimal et tu peux être fatigué. C'est des dosages, c'est comme la métaphore de la voiture que vous utilisez souvent. Il y a des dosages à faire. Voilà, il faut un niveau d'huile, il faut un niveau d'eau, il faut un niveau de machin. Et c'est comme ça. Et les compléments aident à maintenir cet équilibre de niveau. C'est ça. Et en fait, encore une fois, on ne parle pas de maladie parce qu'on n'est pas au stade maladie, gros problème. Mais de déséquilibre. De déséquilibre. Qui peuvent par contre, eux, conduire à ça. Exact, sur le long terme. Exactement. Je comprends. Donc, il ne faut pas accepter ces petits soucis. Et c'est pas qu'on est hypocondriaque. C'est qu'on n'accepte pas de se sentir diminué. Et donc, dans la mesure où on a quand même une bonne hygiène de vie, parce que bien sûr, le sommeil, le tabac, l'alcool, la bonne alimentation, le sport, faire du sport dehors à la lumière du jour, c'est déjà la base. Mais en plus de ça, on peut doser tous ces éléments pour encore plus augmenter notre ressenti de forme. J'étais en train... Mais en fait, c'est vrai que ça peut prêter à sourire, donc j'accepte. Non, rien à voir. Tu sais quoi, j'étais en train de me dire que j'ai encore une coupe de cheveux à la noix et je me disais, mais pourquoi je pense à ce truc? Non, mais attends, je suis en train de t'expliquer la vie, David, et tu penses à tes cheveux, Non, mais parce que j'ai croisé Bon, bref. Non, mais... Excuse-moi. Merci. Bon, bref, pour ceux qui suivent, je comprends que ça puisse prêter à sourire. Parce que c'est pas grave. Et il y a des choses plus graves dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, oui, bien sûr. C'est sûr que ça peut être pris pour du confort. Mais ce que tu dis est juste. C'est qu'à force d'un moment... Ça peut être pris comme un peu du luxe ou même de la princesse au petit pois. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas bien et qu'on dort pas bien que le monde ira mieux. Donc, peut-être que de toute façon, si nous aussi, on va encore mieux, peut-être que le monde ira mieux parce que comme on ira vraiment mieux et vraiment qu'on sera au top, eh ben, on pourra mieux s'occuper des autres, par exemple. Non, mais c'est juste... Non, mais après, pour reprendre la métaphore de la voiture, c'est la métaphore de l'entretien. Ce que tu décris, c'est ça. C'est qu'en fait, ok, je suis pas malade. Ok, je n'ai pas une maladie. Néanmoins, j'ai quand même des petits déséquilibrés. In fine, ces petits déséquilibres, ils peuvent provoquer des maladies. Donc, il faut pas attendre que la voiture, elle soit foutue. Il faut l'entretenir. De la même manière qu'on va au garage tous les ans, ou je sais pas tous les combien, c'est la même chose. Tout à fait. Vous avez parlé des syndromes, justement, ou en tout cas des symptômes auxquels il faut faire attention. Fatigue chronique, des difficultés de sommeil, un mauvais sommeil, la baisse immunitaire, les difficultés de concentration, tout ça, c'est des alertes, c'est des symptômes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. Et pour le coup, le sommeil, qui est quand même un domaine que j'expérimente beaucoup avec mon insomnie chronique qui va quand même beaucoup mieux, mais malgré tout. Donc, par exemple, pour le sommeil, donc moi, je suis insomniaque, j'ai fait la thérapie. Insomniaque? Ah ouais, j'ai été très insomniaque pendant très longtemps. J'ai fait la thérapie cognitive comportementale, ça va beaucoup mieux.
toute mon hygiène de vie est orientée sommeil. En fait, vraiment, je privilégie à la base, c'est mon sommeil, en fait. Finalement, c'est une très bonne ligne de conduite pour tout le reste. C'est la clé de voûte. Voilà. Autour de ça, tout ça. Mais malgré tout ça, j'ai quand même encore des problèmes d'endormissement. Et donc, en fait, quand tu fais des dosages, il y a aussi des neurotransmetteurs qui sont pas au top, très haut. Et donc là, il peut y avoir des compléments alimentaires qui peuvent augmenter ta sérotonine. Rééquilibrer. Voilà, qui peuvent rééquilibrer. Parce que c'est vrai que comme on est sursollicité entre le travail, le stress chronique, l'alimentation qui n'est pas toujours parfaite, on a quand même des baisses de certaines molécules et donc on peut les réaugmenter pour encore mieux optimiser ce sommeil. Et tu parles des analyses et tout, vous en avez parlé, vous avez parlé notamment du microbiote intestinal, qui pareil, c'est un rôle clé donc, dans la digestion, l'immunité, la production de vitamines et de neurotransmetteurs, j'ignorais. Ouais. Ça c'est pareil, c'est un champ à explorer. Elle parle des bilans qu'il faut faire, des analyses de sang, de sel, même de tests respiratoires. Ouais. Et, chose qui m'a étonné, on peut aussi le pratiquer et chez des jeunes patients, chez les adolescents, chez ces enfants en fait. Ouais, non mais franchement, l'analyse du microbiote intestinal, moi je pense que ça devrait être obligatoire tous les 3-4 ans. Mais on fait ça, pardon, mais c'est quoi ça correspond? Moi, donc je l'ai fait la première fois de ma vie, là je l'ai fait il y a 6 mois, parce que je suis maintenant du coup suivie par un médecin fonctionnel dans le cadre de ma spondylarthrite. Et donc en fait, ça coûte méga cher de ouf, hein, il faut le dire. J'ai envoyé ces analyses dans un labo étranger, en Espagne en l'occurrence, et oui, parce qu'en fait en France tout n'est pas testé, c'est pas remboursé, donc c'est vraiment c'est quand même 500-600 € hein, à ta charge. Et ensuite donc t'as un résultat que moi je ne sais pas interpréter, hein, c'est le médecin après qui te fait l'interprétation. D'accord. Et il a bien pris ton médecin par exemple quand tu lui as apporté un truc qui ne se fait pas en France, qui machin. Non, moi ma médecin généraliste pense que je vois un charlatan. Et elle m'a dit, fais attention avec tous ces trucs ultra chers, pas du tout scientifiquement prouvé. Parce que culturellement, il y a un gap, tu exactement. vois. Notre pays, là, ce que ça dit, c'est que notre pays, il va pas explorer ces trucs-là. Bon, ok. C'est vu, comme tu dis, comme un peu du confort, un peu luxe, bullshit. Ouais. Donc, moi, parce qu'après, à la décharge, l'exploration, elle peut être sans fin. Hein. Oui, non, mais complètement. Et c'est vrai, où est-ce qu'on s'arrête? Tout à fait. Donc, mais toi, tu dis que cette analyse-là, elle est hyper importante. Pour moi... Je te dis, ça fait 3 mois que je n'ai absolument plus mal au dos. Donc, cette analyse des selles, ensuite, donc une interprétation très complexe que moi, je ne connais pas. Donc, le médecin a fait toute son interprétation. Il me l'a expliqué, mais voilà, je l'ai oublié. Mais clairement, il y avait quand même une dysbiose intestinale. Malgré tout, on voyait que j'avais une très bonne alimentation parce qu'apparemment, j'avais plein de bactéries très, très différentes. Mais il en manquait certaines. J'avais aussi des parasites. Certainement lié soit à la nage en eau libre ou bien le fait que j'ai des animaux à la maison. Donc voilà. On ne sait pas depuis combien de temps, tu vois, vu que c'était la première fois que je fais l'analyse. Donc ça se trouve, ça faisait 10 ans que j'avais un parasite, je ne sais pas. Donc qui t'empêche de bien tout absorber. Et donc, une reconfiguration de mon microbiote intestinal par des prébiotiques, probiotiques qui sont adaptés à ce que j'ai. Donc ton médecin, après, compte tenu de ces résultats, t'a dit, tiens, tu peux aller là-dessus. Voilà, encore une fois, donc des prébiotiques, probiotiques non remboursés, donc c'est encore une fois à ta charge, à prendre sur le long terme, puisque ça se fait pas c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas en 2 semaines, c'est un traitement sur 3-6 mois à faire. Et donc, oui, ça a des effets vraiment fabuleux, mais encore une fois, tu peux pas le faire comme ça au doigt mouillé, c'est des analyses. Mais ça donne très envie, ça donne très envie. Franchement, moi, je vous conseille, si vous pouvez le faire financièrement, c'est extraordinaire. C'est un cadeau à demander à Noël plutôt que de... voilà, cadeau de Noël. Analyse de sel analyse de caca. Allez, voilà. Vous allez pas... alors pour le coup... Au lieu d'aller à Valence et d'aller prendre le soleil ou à Barcelone, vous envoyez juste votre... Tu te fais ton propre cadeau de Noël et là, vraiment, tu regrettes pas. Vraiment. Mais c'est vrai, c'est marrant la question que tu m'as posée. C'est vrai que voilà, la généraliste avec qui je m'entends très bien, mais pour elle, elle le considère pas comme quelque chose de sensé. Et oui. Mais je vois très bien ce genre de... Donc il faut avoir aussi les cojones, quoi, aussi l'assertivité soi-même de le faire et de le suivre. Là, je vais au bout du truc. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, en fait, ce qui me fait toujours halluciner avec ces questions de santé et de médecine, c'est qu'on n'en soit pas encore en 2025. Avec les progrès, la science, c'est hallucinant la médecine, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il y a un peu une chasse gardée. Non, mais il y a surtout un truc culturel de se dire, les médecins, moi je vois mon père en gros. Mon père,
moi, je suis pas hypocondriaque, mais je me dis toujours, si ça me tombe dessus, ma seule angoisse, en fait, c'est ce truc que je ne comprends pas, c'est qu'on te dise, tu as type un cancer, puisque tout le monde a des cancers aujourd'hui, je veux dire, c'est un truc. Surtout à 40 ans, c'est... Non, mais on le découvre un peu tard. Non, mais à quel moment, avec le degré de traçabilité dont on est capable de faire pour aujourd'hui, on arrive encore dans des situations où on découvre les choses trop tard. Et typiquement, mon père, donc, qui est médecin, si je lui dis « Ah, machin, j'aimerais bien enquêter là-dessus », il me dit « T'as un problème ? T'as un marqueur qui est machin ? Tu sens quelque chose ?» Je dis « Non, mais bon, ben en fait, t'enquêteras le jour où tu sentiras quelque chose. » Ben en fait, moi, c'est mon angoisse, ça, parce que, tu vois, d'enquêter trop tard, justement. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas la culture en France. Du Alors, dépistage mais beaucoup plus précoce et plus précis et plus large. Alors oui, ça a un coût, certes, mais le coût qui est celui de soins des gens malades me paraît être infiniment plus important que le coût de la prévention. Et ça, dans les épisodes, on nous le dit souvent. Moi, je suis halluciné qu'on n'enquête pas plus sur soi, en fait, qu'on n'ait pas cette culture de l'optimisation. On fait gaffe, on se renseigne, on fait des analyses et tout. Mais là, en plus, c'est même pas du dépistage de maladies, c'est encore avant, finalement. C'est vraiment... C'est en ça que ça peut paraître un luxe, pour le coup. Oui, c'est en ça que ça peut paraître un luxe, mais finalement, c'est en étant ultra optimisé dès le début ou très tôt, pour que vraiment, il n'y ait rien qui puisse filtrer, quoi. Et moi, je pense que tu élimines un max de problèmes. Ouais. Un max de problèmes. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours étonné du fait qu'on puisse pas, ou qu'on puisse peu, ou qu'en tout cas, les gens n'aient pas le réflexe. C'est difficile. Ouais, et puis que culturellement, ce soit mal accepté. Tu vois, ton médecin, tu lui dis un truc que tu es obligé de faire à l'étranger, il dit ça... Bah, ça quoi, en fait ? C'est scientifique. Donc, à un moment, tu vas analyser ce marqueur, et puis voilà, quoi. Tapons du poing sur la table. Non, mais je pense qu'on est quand même à une espèce d'aune d'une nouvelle façon de pratiquer la médecine. Alors, ça pourrait peut-être être une autre branche de la médecine, la médecine préventive, prédictive. Non, mais ça va sortir du corps médical. Personnalisé. Ouais. Mais c'est que je pense que dans 10-15 ans, tu vas pouvoir, toi, de chez toi, machin truc, mettre ton index dans quelque chose, ton truc, ton œil, ton machin, et les médecins, ils auront... Tu vois, une entreprise française qui s'appelle WeThings, pour pas la citer, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec eux il y a quelques années, qui ont sorti un capteur d'urine à poser dans tes toilettes tous les jours, et qui est connecté à ton téléphone, et donc tous les jours tu pisses sur ce capteur de tes toilettes, et il t'envoie une analyse de certains marqueurs d'urine pour te dire si ça va. Et je trouve que, et à mon avis, tout ça va augmenter, exploser. Et après, les médecins, business à se mettre dedans. Les médecins, ils diront vous venez, ben non, en fait. Enfin, tu vois, à un moment. Bon, bref. Je pense que les jeunes médecins ont très envie d'aller là-dedans, dans la prédictivité. C'est hyper intéressant. Et puis, c'est intéressant culturellement. Prévention et la personnalisation. Ouais, carrément. Vous avez présenté un petit socle pour les néophytes comme moi qui se disent qu'est-ce qu'il faut avoir dans cette petite trousse de... Oui, parce qu'après, Émilie, je pense qu'elle a vraiment raison de parler d'analyse personnalisée. Donc, c'est difficile de dire t'as ça, prends ça. Ouais, c'est dangereux. Et puis, ça peut être dangereux. Parce que vous l'avez dit, le fer, le zinc, pris mauvais à mauvais escient ou dans une mauvaise dose, ça peut être dangereux. Donc, exactement, faut pas jouer à l'apprenti chimiste. Mais il y a quand même un socle qui fait du bien à tout le monde toute l'année. Ouais. Alors, magnésium. Bisglycinate. Alors, voilà. Glycérophosphate. Donc, il faut dire... Non, mais il faut aller chez pharmacien et dire ça. Dire, je veux du magnésium bisglyphénate. Bisglycinate. Je suis mauvais élève. C'est sous forme glycine. D'accord, ok. La vitamine D3. D3, ouais. Pour tout le monde, toute l'année. Oméga 3. Mais oméga 3, pareil, toute l'année. On essaye de les prendre français, de bonne qualité. Et en hiver, on insiste un peu plus avec du zinc et de la vitamine C. Mais dans une forme... liposomale. Non mais là, en fait, j'aime bien... Non mais au moins, on sait, tu vois. C'est des épisodes où on prend des notes et on se dit, bon ben ok, je vais chez mon pharmacien. Et ça, c'est-à-dire tout l'hiver, on peut faire une petite pause un mois et reprendre pour tout l'été, sans peut-être le zinc du coup et la vitamine C l'été, parce qu'on a plus de fruits et voilà. Mais en gros, moi, je pense que prendre du magnésium, des oméga 3, de la vitamine D, même je rajouterais de la B12 toute l'année, pour tout le monde, c'est ok. C'est génial en fait. Ça veut dire que tout le monde va être un petit peu mieux, dormir un petit peu mieux, avoir un système immunitaire plus qualitatif, moins d'inflammation. Ouais. Et j'ajoute aussi que parfois, quand tu prends tous les matins, comme un peu tu te brosses les dents, tu prends tes 5-6 petits compléments alimentaires,
Ça te fait aussi dire que, attends, je fais quand même gaffe, je dépense peut-être 3 € par jour pour ces petits compléments. Je vais pas aller me taper des steaks frites toute la journée. Une dynamique. Exactement. Ça, c'est un petit geste, un peu comme quand tu te brosses les dents, que tu te brosses les cheveux, tu prends un peu soin de soi. Ça te tire vers le haut et ça fait que tu vas peut-être au long de la journée entretenir faire un petit peu plus dynamique attention, que t'as lancée, manger un fruit plutôt qu'un Kinder Bueno. Ouais, je comprends. Non, hyper intéressant. Merci pour cet épisode parce que tu vois, typiquement ce genre d'épisode, ils allient deux choses pour moi. L'aspect culturel avec ce truc fondamental de dire si un truc qui va pas, essayons de faire en sorte on l'accepte pas et on essaie de le corriger. Donc là, c'est une approche culturelle de la santé, un truc à avoir en tête, une manière de penser et un truc extrêmement pratique qui est ce que tu viens de rappeler avec, techniquement, ce qu'on peut avoir concrètement sur soi pour aller mieux, pour compenser. Donc j'adore ces épisodes où on est à la fois culturellement, on repositionne des basiques et une manière de penser et en même temps, petit tips. On n'a pas parlé des enfants dans ce débrief. Moi, je voulais quand même revenir dessus parce que je me sens très concernée avec des ados très sportifs, qui n'ont pas forcément les heures de sommeil qui leur convient et qui sont moins dans l'alimentation parfaite qu'on essaye de leur donner quand ils sont petits. C'est vrai que quand tu donnes la béquille à ton enfant, tu es vraiment sûr qu'il va manger sa betterave, ses épinards, machin. Là, il a quand même dit qu'ils étaient tous carencés, les enfants. Il a dit les enfants, ils sont tous carencés. Ouais. C'est flippant. En magnésium, vitamine D, B12 et souvent en fer. Et pour le coup, le fer, moi j'ai 2 enfants qui font beaucoup de sport. Donc ma fille n'a pas encore fait sa puberté, mais je pense vraiment que je vais aller leur faire ces analyses auxquelles j'ai pas du tout pensé, parce que tu te dis ils sont beaux, ils sont pleins de vie, mais en réalité ça peut commencer dès cet âge-là. Mais alors tu vois, ça encore c'est un truc culturel, c'est-à-dire qu'on associe l'analyse au fait d'aller mal. Si on aujourd'hui, moi aussi j'ai été surpris quand elle a dit qu'on peut faire des analyses de sang pour ses enfants pour faire en sorte justement de complémenter les trucs et d'optimiser, d'éviter les carences. C'est choquant presque. On se dit putain, on ne veut pas faire une prise de sang à mes enfants. Tu peux jamais penser qu'un enfant est carencé en fer par exemple. Alors qu'en réalité, bien sûr que si, parce qu'ils consomment beaucoup avec leur croissance, avec le sport qu'ils font, et parfois ne pas avoir d'alimentation optimum, parce qu'on sait que c'est des moments où ils vont un peu plus être rock'n'roll dans leur alimentation, et on peut pas non plus être toujours derrière. Et là encore, on s'en étonne, parce que justement, on associe l'analyse à la maladie. Eh ben, en fait, non, c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'il ne faut pas enquêter et essayer d'aller mieux. Exactement. C'était un bon épisode, un bon débrief. Ouais. J'espère que vous aussi, vous avez appris des choses, que vous avez peut-être envie de vous prendre en main et encore une fois, d'aller vraiment au fond des choses, de pas juste survoler avec un petit complément pris comme ci, comme ça à la pharmacie. Vraiment faire les analyses, consulter et se faire accompagner pour vraiment optimiser la santé et ça vaut vraiment le coup. Ça dure plusieurs mois, mais ça marche vraiment. Trop bien. Merci beaucoup David, merci à vous. Commentez, likez cet épisode, mettez-nous des étoiles, des suggestions aussi en commentaire. On lit tout ce que vous nous mettez et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut!